Elle dure pas longtemps, mais c'est ce moment où l'auteur découvre son livre et tient son livre dans ses mains. Et généralement, ce que j'aime encore plus, c'est quand c'est pour la toute première fois. Il faut pas beaucoup de pages pour savoir si déjà on aime la plume ou pas. J'aide l'auteur à pouvoir apporter la meilleure version de lui-même sur ce bouquin-là. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast qui t'aide à écrire ton roman et à trouver l'inspiration chaque lundi matin. Moi, c'est Ingrid Lemaire. Je suis auteure, créatrice de l'école j'écrisunroman.eu et passionnée de scénario, de psychologie et de fonctionnement du cerveau. Tu trouveras d'ailleurs dans les notes du podcast comment m'appeler au secours en cas de blocage. Et maintenant, installe-toi, c'est parti pour notre épisode. Hello collègue écrivain, je suis très contente de te retrouver dans cet épisode du Café des auteurs où cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une autrice que je reçois, ou en tout cas pas que, c'est aussi une éditrice, à savoir Marion Baril de la maison d'édition Plume Blanche. Et j'avais très envie de lui poser plein de questions sur comment les éditeurs travaillent sur un manuscrit, comment ils les sélectionnent, comment a été créée aussi cette maison d'édition, quelle était un peu la volonté derrière, et comment se déroule un petit peu le travail au sein d'une maison d'édition au quotidien. Tout cela, Marion va y répondre dans cet épisode. Je te souhaite donc une très bonne écoute et bien sûr, tu retrouveras dans les notes du podcast de quoi retrouver les sorties de la maison et les livres dont nous allons parler pendant l'épisode. Et on est avec Marion Baril de la maison d'édition Plume Blanche. Hello Marion, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs ? Donc bonjour, je suis Marion Baril, l'éditrice des éditions Plume Blanche. C'est une maison d'édition que j'ai créée en 2015, donc il y a 10 ans maintenant, et qui publie que des auteurs de littérature de l'imaginaire, des auteurs qui sont francophones. Quand tu as créé cette maison d'édition, c'était quoi ton projet ? C'est une drôle d'histoire, puisqu'en fait, initialement, je faisais des études donc en métier du livre, après avoir fait quelques années d'études en droit, mais le livre, le monde du livre m'a toujours appelée. Puis j'y étais rentrée avec ma casquette d'autrice, où j'étais publiée dans plusieurs maisons d'édition à ce moment-là. Et il s'avère que en mai 2014, je fais les Imaginales pour la première fois. Et ce fut le pire salon de ma vie d'autrice. Ça a été terrible, enfin vraiment un salon affreux. L'éditeur chez qui j'étais publiée a refusé de venir au salon. Ça a été à moi en tant qu'auteur de devoir installer, désinstaller de stands, porter les livres jusqu'à là-bas alors que j'étais en train, gérer les encaissements et j'avais des livres devant moi. Quand je les ouvrais pour les signer au lecteur, la qualité était tellement bonne que les pages tombaient. Et je ne vais rester que sur la partie superficielle de cet événement qui fut fort marquant. Et je me suis dit ce jour-là, non, mais en fait, ça, c'est pas possible. Ça, je veux plus le revivre. Et moi, je ne veux plus le revivre. Mais il y avait d'autres autrices avec moi ce jour-là, enfin, pendant ces jours-là. Et je me suis dit, mais je ne veux pas que d'autres auteurs continuent à vivre ce genre d'expérience. Ce n'est pas possible. Donc, je vais monter ma maison d'édition parce que je vois pas comment je pourrais faire pire. Déjà. Et donc, j'ai griffonné pendant un moment sur un coin de table, sur une feuille, en me disant alors, comment je pourrais l'appeler. Puis, c'est venu de faire, je pourrais décliner des collections par couleur. Ok, je vais l'appeler Plume Blanche et je vais avoir des collections Plume Noire, Plume d'Azur, Plume d'Argent, etc. Et ça s'est lancé comme ça. Et j'ai travaillé sur la création de cette structure un peu en sous-marin de mai à janvier 2015, où j'ai officiellement créé la structure et où j'ai pu me lancer. Et le but de base, c'était d'avoir une maison d'édition à côté d'une activité autre. C'était pas de l'avoir à plein temps. Mais bon, les choses se passent pas toujours comme on veut. Effectivement. Et effectivement, dès le début, du coup, tu avais ces différentes idées de collection et de genre littéraire. Du coup, c'était le but de Plume Blanche, c'était de pas se cantonner à un genre. Exactement. C'était faire de l'imaginaire parce au sens très large du terme, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'écris, et que on va parler pratico-pratique, mais quitte à investir de l'argent dans une entreprise, autant que ce soit sur quelque chose qui me plaise. Ah, ça me semble logique. Du coup, l'imaginaire, ça me plaît, donc c'était tout naturel. Et que d'auteurs francophones pour plusieurs raisons. Déjà parce que faire une traduction, ça coûte extrêmement cher. Ensuite, il y a plein de maisons d'édition qui font déjà ça, plus ou moins bien, mais qui font ça. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre en avant les auteurs qu'on a sur notre territoire, enfin, en tout cas dans notre langue, parce que ils sont très bons, voilà.
et que je suis très fière de les avoir au catalogue et de les amener à essayer de vivre de leur plume d'une manière ou d'une autre. C'est bien comme petite piqûre de rappel. Voilà. Tu nous dis qu'ensuite, il y a eu effectivement de l'évolution. Plume Blanche a grossi aussi, j'imagine, par rapport à peut-être ce que tu avais en tête. Comment ça s'est passé ensuite, après la création de ta maison d'édition? Donc la création, je l'ai annoncée donc sur les réseaux sociaux, j'ai créé les statuts juridiques, etc. le 1er janvier. Et la première sortie devait se faire au mois de septembre qui suivait, ce qui était Les Oubliés, tome 1 de Léna Jomaé, et suivi en novembre de Salem de Sandra Trinam. Et il s'avère que les 2 titres ont été présentés en avant-première au Salon du Livre de Poitiers qui avait eu lieu en juin. Voilà, pour lancer la maison d'édition. Donc, on se présentait pour la première fois à ce salon du livre. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques curieux. Enfin, voilà, rien de... On n'était pas connus, hein. C'était un peu de nulle part. Et puis, au fil du temps, je suis passée d'une publication tous les 2 mois à 2019 à une publication tous les mois parce que je me rendais compte qu'un livre tous les 2 mois, j'allais vite avoir un problème de planning. Et en même temps, je ne veux pas augmenter ce nombre de parutions parce que je veux continuer à assurer un certain gage de qualité au sein de la maison d'édition et parce que pour travailler sur les textes, je suis toute seule et que les journées font que 24 heures. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà, 12 livres du coup par an, ça fait déjà beaucoup de travail éditorial. Tu as en même temps, tu n'étais pas éditrice du coup de base et ça s'est créé un peu, j'imagine, petit à petit. Qu'est-ce qui t'a plu déjà dans le métier d'éditeur ou qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Ça a peut-être évolué entre les deux. Alors moi, j'aime toujours le contact avec les auteurs, beaucoup. Et en fait, la partie qui va le plus me plaire, alors elle est un peu bizarre à dire comme ça, mais elle dure pas longtemps, mais c'est ce moment où l'auteur découvre son livre et tient son livre dans ses mains. Et généralement, ce que j'aime encore plus, c'est quand c'est pour la toute première fois, les primo-auteurs, les tout bébés là qui viennent de se lancer. Et j'aime les voir et te dire, ils y sont arrivés et un peu grâce à moi et au boulot que j'ai pu faire derrière. Et j'aime travailler pour ce moment-là très précisément. Il y a des phases de boulot, dans mon boulot et comme tout le monde dans tout leur boulot, dont je suis moins fan. Il y a des phases sur lesquelles je m'éclate. Et puis, tout ça pour arriver à cet instant précis que je trouve magique, en fait, de manière générale. Voilà. Et effectivement, c'est assez émouvant à entendre parce qu'on a tous vécu, je pense, ou on le vivra bientôt. Mais surtout, c'est assez éloigné, je pense, de l'idée qu'on se fait peut-être des éditeurs où le but c'est de vendre des livres. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup de fausses idées sur l'édition. Et toi, tu nous dis déjà que tu es seule à travailler sur les... Alors, quand on dit travail du texte, c'est plutôt le travail de fond, j'imagine. Et Ouais. après, ensuite, il y a des correcteurs qui interviennent, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, il y a moi et j'ai un salarié dans l'entreprise pour l'instant, qui est mon conjoint, qui fait lui tout ce qui est création d'e-book, gestion du site internet, préparation de commandes et accessoirement, il est là aussi pour les salons parce que c'est beaucoup de manutention et que c'est pas évident. Mais sur la partie travail éditorial, donc c'est-à-dire travail sur le fond du texte, c'est moi, la mise en page, c'est moi, le choix des illustrateurs, la coordination avec les imprimeurs et tout ce qui va être gestion d'entreprise, donc comptabilité et patin couffin. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, ça a l'air de rien, mais l'administratif, ça prend quand même énormément de temps. Et après, bien sûr, je délègue, j'ai des externes pour les corrections, des correcteurs que je rémunère, des illustrateurs que je rémunère également. Voilà, les réseaux sociaux, c'est également moi qui m'en occupe et c'est quand même extrêmement chronophage. On va pas se mentir. Mais voilà, ça fait partie des tâches que j'aime faire. Je reconnais que si je devais léguer une partie de mon boulot à quelqu'un là, maintenant, tout de suite, ce serait compliqué. À la fois j'en aurais besoin et à la fois j'entends que le lâcher prise n'est pas évident à faire. Ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai rencontré, on va dire, entre guillemets, Plume Blanche pour les premières fois, c'était justement parce que c'était en salon. Et Ouais. c'est même exclusivement là, il me semble que tu es présente. Alors, en dehors du site internet, c'est ça? Alors, effectivement, pour commander les livres de la maison d'édition, on a une boutique en ligne. Faut venir nous voir en salon, mais on est commandable dans n'importe quelle librairie. On n'est juste pas en rayon, parce que Plume Blanche, c'est une maison d'édition qui est ce qu'on appelle autodiffusée, autodistribuée. C'est-à-dire que toutes les commandes, elles partent de chez moi. Que vous commandiez sur ma boutique ou que vous commandiez le livre chez votre libraire, pour moi, entre guillemets, ça change
Pas grand-chose. C'est-à-dire que je vais expédier le livre. Si c'est vous qui commandez en direct, eh ben, j'expédie au particulier directement. Si vous passez par votre libraire, en fait, j'ignore le nom du lecteur final, mais le livre, il part de chez moi, il va chez le libraire et du libraire au lecteur. Point barre. Sauf Amazon, où c'est un fonctionnement un peu à part, et c'est eux qui impriment et expédient les livres parce que c'est la seule manière de s'en sortir un peu en termes de conditions de vente imposées. Et du coup, effectivement, ces salons, j'ai l'impression, un pan important de la maison. C'est le moment aussi où les auteurs vous découvrent. Oui. Les auteurs peuvent découvrir Plume Blanche, mais aussi les lecteurs surtout. Et j'ai l'impression que tu es, du coup, effectivement, tu nous en as parlé au début, avec cette expérience-là des Imaginales et aussi ta volonté un peu d'accompagner les auteurs, etc., que tu es présente du coup sur tous les salons de la maison, et que c'est toi qui gère cette organisation-là, enfin pas toute seule. C'est ça. C'est important pour toi d'aller en salon? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est l'occasion de convaincre le lecteur de se laisser tenter par le livre, de s'arrêter sur un livre sur lequel il n'aurait pas forcément porté son choix. Le but, c'est pas que le lecteur y reparte avec n'importe quel bouquin au pif, c'est qu'il trouve le livre qui va lui correspondre au mieux. Et j'aime ces moments d'échange où très régulièrement, voilà, je me retrouve à discuter avec des lecteurs en disant vous aimez quoi? Dites-moi. Et très souvent, ils sont surpris, puis ils disent je lis de tout, ou vraiment, je dis en fait, c'est facile, série courte, série longue, plus tel style ou tel style. Et finalement, quand on arrive à échanger, à discuter, ils finissent par me dire ce qu'ils aiment vraiment, ou au contraire, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui est aussi important parce que ça permet d'en éliminer. Je n'ai aucun intérêt à proposer à des lecteurs des livres dans lesquels ils vont pas s'éclater quand ils vont les lire. C'est une perte de temps pour eux. Et après, ils vont peut-être se dire du coup, Plume Blanche, j'ai essayé, c'est pas ma cam, j'aime pas, j'y retournerai pas. Moi, je veux que vous retourniez nous voir et vous laisser tenter petit à petit par plusieurs de nos titres. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit ta passion quand on parle. En fait, on voit que ces livres-là, tu les connais tous très bien. Oui. Tu as travaillé à fond dessus, etc. Ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition. Mais aussi, peut-être que tu as une sélection qui résonne avec tes coups de cœur, aussi quand tu choisis les manuscrits, mais aussi quand tu travailles sur un livre, j'imagine. Oui, oui, en fait, déjà, moi je les ai tous lus et tous décortiqués, puisque je fais le travail édito sur tous. Donc ça aide à bien les connaître, à pouvoir en parler. J'ai la chance de pouvoir le faire parce qu'entre guillemets, je n'ai que 12 livres à gérer sur une année. J'aurai un catalogue dans une grosse structure de 50, 60 titres. Je pourrais pas, ce serait pas possible. Enfin, même avec la meilleure volonté du monde, c'est trop de temps. Voilà. Mais là, effectivement, je les connais tous et les manuscrits que je signe, c'est des coups de cœur. Le but, c'est que mes coups de cœur deviennent les vôtres, d'une manière ou d'une autre. Alors des fois ça match, des fois ça matche pas, des fois ça match au-delà de ce que j'avais espéré sur un bouquin, qui a un accueil auquel je m'étais pas attendue. Et puis parfois, moi il y a des livres que j'ai adorés et qui ne trouvent pas du tout leur public, et c'est hyper frustrant. Ça l'est pour moi, mais à la limite ça c'est pas grave, mais ça l'est surtout pour l'auteur, où je comprends d'autant plus que ce soit compliqué à vivre en fait. Mais en même temps, comme tu le dis, tu as ces 12 livres par an qui te permettent d'y passer du temps, et ça c'est une expérience quand même bien mieux pour l'auteur, même si après le fait que le livre trouve son public dépend de beaucoup de choses, j'imagine. Je pense que quand on connaît pas forcément très bien le monde de l'édition, on a tendance à se dire qu'une grande maison d'édition avec une pignon sur rue et les livres en rayon, c'est mieux. Mais moi j'aurais plus l'impression que avoir un vrai travail édito où tu vas consacrer autant de temps à ce livre-là d'un auteur débutant qu'à n'importe quel autre, avoir une éditrice qui défend le livre en salon, c'est quand même une meilleure expérience pour l'auteur, et à mon avis, on en vend plus. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors, pas forcément, parce que j'aurais envie de dire ça dépend de ce que l'auteur cherche dans l'édition. C'est vraiment un rapport très personnel de ce que l'auteur attend. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, ils s'en fichent du travail édito sur leur bouquin, ou dans le sens où ils peuvent être très contents de ce qu'ils ont à l'heure actuelle, ils peuvent estimer ne pas avoir tant besoin d'un éditeur que ça. Ensuite, il y a des gros éditeurs qui font du très bon travail éditorial, ça n'empêche pas la taille de la structure, et au même titre qu'il y a des petits éditeurs qui n'en font pas, ou du très mauvais. Voilà. Ensuite, moi j'ai conscience que le travail édito, ça peut être aussi une épreuve un peu traumatisante pour l'auteur. Il y a des auteurs avec qui j'ai travaillé, pour qui le travail éditorial, ça a été extrêmement compliqué,
chez qui ça a créé des blocages d'écriture, des remises en question, des mallettes, parce que sur le travail édito, il faut quand même pas oublier que je souligne ce qui ne va pas ce qui va. Et ça peut être dur à encaisser, alors que le but, c'est pas de dénigrer le travail de l'auteur, en aucune manière, bien au contraire, mais d'essayer de rendre le texte le meilleur possible, mais j'entends que ça puisse être extrêmement compliqué à vivre. Après, il y a des auteurs, ils sont hyper motivés. Je sais qu'ils attendent que ça. Si je leur dis il faut réécrire la moitié du livre, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, je réécris la moitié du livre. Voilà, ils sont pas nombreux à être motivés comme ça non plus, mais ça existe. Après, c'est sûr que signer dans la taille d'une structure comme la mienne, c'est aussi renoncer à une visibilité libraire qui fait rêver beaucoup d'auteurs. Je vais faire plus de salons. Le livre va vivre plus longtemps au sein de ma maison d'édition que chez un gros. C'est comme ça parce que comme je ne travaille pas avec la visibilité d'un libraire, le temps de vie du livre est au-delà du temps sur lequel il est mis sur table ou en rayon. Ça, c'est une réalité. Mais sa visibilité va être moins importante dans l'immédiateté. Elle est sur le long terme et pas sur l'immédiat. Même si, on va pas se mentir non plus, il y a une grosse part de réseaux sociaux qui se jouent, que ce soit de la part de la maison d'édition, où j'essaye pendant un mois, le mois de sortie du livre, de focaliser la communication sur le livre en question. Et après, il faut que l'auteur y mette du sien, fasse de la com et parle du livre. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais en fait, force est de constater, après 10 ans de structure, que les livres qui fonctionnent le mieux, c'est les auteurs qui se donnent les moyens d'en parler. Voilà. Et si ce fonctionnement-là ne leur convient pas, ce que j'entends, parce que c'est dur de faire sa communication, c'est que je suis peut-être pas la maison d'édition qui leur convient, tout simplement. C'est vrai que je pense que, comme tu le dis, il y a un équilibre à trouver entre la part qu'on est prêt aussi à donner aux réseaux sociaux en tant qu'auteur. Certains le font énormément et avec beaucoup, ont ça dans le sang presque, et d'autres, pour eux, c'est un peu plus compliqué. Ils vont être peut-être plus avoir envie de se tourner vers un éditeur où il y aura moins besoin. Mais en réalité, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, même, donc tu le dis très bien, il y a une durée de vie des livres qui est un peu qui se réduit plus l'éditeur grossit, et c'est normal puisqu'il en a plein à publier. Et du coup, si on compte uniquement sur la présence en librairie, etc., je pense que ça s'applique plutôt aux gros auteurs, entre guillemets, mais que même un auteur dont c'est le premier roman, par exemple, lui, même s'il est présent en librairie, il y aura peut-être de la communication aussi à mettre pour vendre des exemplaires. Bien sûr, c'est-à-dire que en librairie, vous êtes présent, vous êtes visible, mais vous êtes, quand un lecteur rentre, vous êtes un choix aussi parmi tant d'autres. Et sauf s'il y a une couverture de folie qui attire le regard tout de suite, qui hype complètement, le lecteur, il va aussi faire un choix en disant « Tiens, lui, je ne connais pas, est-ce que ça me parle? Est-ce que déjà la couverture me donne envie de lire le résumé? Est-ce que le résumé me donne envie de tenter le livre? Je ne connais pas l'auteur. Ou est-ce que finalement, à côté, il y a lui, je le connais, j'ai déjà lu, c'est sa nouveauté. Bon, s'il faut en acheter qu'un, voilà, mathématiquement, il y a plus de chances que l'auteur qu'on connaît déjà soit celui avec lequel on repart. » Encore une fois, c'est pas une généralité, mais c'est souvent ce qui se passe. Et le but, c'est vraiment d'aider, d'accompagner et d'essayer de faire en sorte que des auteurs à qui personne n'a donné leur chance encore puissent monter, avoir une visibilité. Et au même titre que je suis quand même extrêmement contente de récupérer aussi des auteurs qui ont déjà une carrière, qui ont déjà un fonctionnement et qui ont envie de bosser avec moi, on va pas se mentir. Je ne fais pas que des primo-auteurs. Et par exemple, quand Alexiane Delis a signé au sein de Plume Blanche, alors que c'est Alexiane Delis qu'elle est déjà publiée dans plein de structures, oui, je suis plus que contente, c'est extrêmement gratifiant et la collaboration se passe très bien et tellement que on va continuer à travailler ensemble et pourtant, je ne lui apporte pas la visibilité que lui apportent ses autres éditeurs en librairie. Voilà, c'est deux faciès différentes du monde de l'édition. On parle beaucoup des librairies, mais évidemment le travail édito, il commence dès le tout début, dès la sélection des manuscrits même. Comment ça se passe la sélection des manuscrits chez Plume Blanche ? C'est un grand moment. C'est pas la partie que je préfère. Par exemple, là, en ce moment, les soumissions sont ouvertes. Elles devraient le rester à peu près jusqu'au 31 mars. Ensuite, je clôture et je trie. Déjà, je commence à trier un peu avant.
Je trie au pitch, je trie au synopsis et je trie aux premières pages de lecture. C'est-à-dire, il faut pas beaucoup de pages pour savoir si déjà on aime la plume ou pas. Premier point. Et ensuite, il faut que l'histoire, ce soit un coup de cœur. Et c'est seulement à ce moment-là que je reviens vers l'auteur et que j'en discute avec lui et que je fais une proposition de contrat. J'ai quelques personnes dans un comité de lecture qui me permettent de gagner du temps et d'épurer aussi les textes. C'est très appréciable puisqu'au début, j'étais vraiment toute seule. L'année dernière, en 2024, j'ai reçu 400 manuscrits. Sur les 400, de mémoire, j'ai dû en signer 2. Donc, il faut quand même avoir conscience que c'est un faible pourcentage et pour le monde de l'édition, c'est un fort pourcentage. C'est parfait que tu dis ça parce que justement on entend beaucoup que les éditeurs sont noyés sous des centaines de manuscrits et qu'au final ils vont en prendre très peu et que du coup ça vaut pas forcément le coup d'essayer. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Qui ne tente rien n'a rien. C'est-à-dire que ça vaut pas le coup d'essayer parce que vous allez être noyé dans la masse. Et le livre qui va rester dans votre tiroir toute sa vie, il va avoir quoi comme chance? Moi, à un moment donné, j'estime que si on veut quelque chose dans la vie, on s'en donne les moyens. Si on rêve d'être publié, on s'en donne les moyens. Et ce n'est pas parce qu'un éditeur, que ce soit moi ou un autre, refuse votre texte qu'il ne sera jamais publié ou qu'il n'est pas bon. Alors attention, ça veut aussi dire que parfois il faut se remettre en question, il y a peut-être des choses à revoir, etc. Mais ça veut dire aussi que, en tant qu'éditeur, on a le droit de se tromper. L'exemple le plus flagrant, c'est quand même Le porteur de mort d'Angel Arkin. Avant de me le soumettre, je crois de mémoire, elle le confirmera, elle a eu entre 20 et 30 refus. Elle a gardé, je crois, ses lettres de refus d'éditeur de l'époque. Parce qu'à l'époque, on répondait par courrier et tout ça. Ça date un peu, c'est quand même assez chouette. Et elle avait sorti le tome 1 en auto-édition sur une plateforme Librinova, peut-être quelque chose comme ça. Le livre était très cher, je crois qu'il était aux alentours de 30 € sur le tome 1. Il s'était vendu à, je pense qu'à 50 exemplaires, c'était le bout du monde, enfin voilà, aucune importance. Et aujourd'hui, on a dépassé les 65 000 exemplaires vendus sur la saga. Voilà, donc à un moment donné, ça valait peut-être le coup de continuer à tenter, à taper aux portes des éditeurs. Et aujourd'hui, Angel Arkin, comme d'autres, font partie de ces auteurs qui vivent de leur plume. Alors que, voilà, je rappelle, elle avait eu une pile de refus. Et aujourd'hui, elle n'a plus à se prendre la tête avec ça. Elle écrit un livre, il est publié, que ce soit en fantasy ou en romance. Voilà, c'est une autrice qui a plusieurs éditeurs à son arc, qui est confirmée, et à qui ça ne viendrait, je pense, plus à l'idée de personne de lui dire non, tente ailleurs. Petite précision pour ceux qui découvrent le podcast, il y a aussi un épisode qui s'appelle Publier une trilogie fantasy après cette fois-ci 53 refus, c'est Aline Maurice pour la saga Forestel, où là aussi pareil, je lui avais demandé et du coup au 50e refus, on fait quoi? On continue, mais on est d'accord, c'est pas forcément évident, mais tu fais bien de nous rappeler que effectivement on sait jamais. Et en fait, comme surtout, je pense que on a parlé du coup de cœur ici, mais chez d'autres éditeurs, ça sera le cas aussi. Il y a toujours une part de subjectivité, de coup de cœur dans les choix que font les éditeurs. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer. On sait jamais, on sera peut-être le coup de cœur d'un éditeur. Et je pense qu'il y a une part, alors ça arrive aussi, mais il y a une part d'humain. C'est-à-dire qu'aller rencontrer parfois les éditeurs lors d'événements, lors de salons, discuter, échanger, ça permet aussi de ne pas être qu'un manuscrit parmi tant d'autres. Ça permet d'être un visage. Et je pense que ça peut aider dans certains cas de figure à ce qu'il y ait une attention un peu plus approfondie sur le manuscrit. Du coup, on a parlé du travail édito, mais très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça se déroule, en tout cas chez Plume Blanche? Je retravaille l'histoire de la première à la dernière ligne. Je prends un crayon et je vais lire, c'est du mot à mot en soulignant tout ce qui va être incohérence s'il y en a, développement de personnages que je vais trouver
ou trop ou pas assez. Attention, telle scène n'apporte rien à l'histoire, ça alourdit, on supprime. Là, on va développer. Là, attention, parce que si on s'adresse à tel public, cet élément-là, je n'en veux pas. Ou au contraire, cet élément-là, il faut le développer, etc., etc. J'aide l'auteur à pouvoir apporter la meilleure version donc de lui-même sur ce bouquin-là. Et après, j'en rediscute avec les auteurs. Je leur envoie le texte qui est éditoté, donc il y a tous mes commentaires, mes annotations partout, des passages à supprimer, à réécrire, à revoir, les répétitions à chasser, les fautes qui restent, voilà, que je vois. Je suis pas correctrice, hein, ça c'est leur boulot derrière. Et ensuite, on en discute. Il y a des auteurs qui disent pas de souci, je comprends, j'intègre, je gère. Il y en a d'autres pour qui il va falloir discuter un peu plus en disant je comprends pas où tu veux en venir. Mais dans la suite de ma saga, j'avais pensé à tel et tel élément, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Ok, dans ce cas-là, on va essayer de l'amener de telle ou telle façon pour que ça s'emboîte un peu mieux. Voilà en fait à quoi sert le travail éditorial, vraiment. Parmi les petites inquiétudes que peuvent avoir les auteurs en herbe, il y a est-ce que j'ai le droit de dire non à des modifications? Je pense qu'effectivement, ça dépend quand même de quoi on parle. Est-ce qu'on parle je pense quand même que tu vas pas forcément demander à supprimer des pans entiers des histoires. Ouais, ça m'est arrivé. Après, on en discute toujours avec l'auteur. Ça m'est arrivé. Le plus que j'ai fait, c'est de demander à une auteure de réécrire intégralement un tome. Enfin, intégralement, ouais, 80% du livre. L'autrice l'a fait, sans sourciller. Voilà, c'était argumenté. Je dis voilà, j'ai expliqué pourquoi pour moi ça n'allait pas, ce qu'il fallait changer. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, j'entends, je revois ça, je remanie. Mais encore une fois, tous les auteurs n'en sont pas capables, c'est très dur à entendre et à réaliser, hein, ça j'entends. Mais ça fait aussi partie des aléas du métier. Après, un auteur me dirait non, je veux vraiment pas changer tel ou tel truc, et ce serait, à mon sens, vraiment, vraiment problématique. Je pense qu'on trouverait une solution pour arrêter la collaboration. Si il y a des éléments qui portent préjudice d'une manière ou d'une autre à la maison d'édition ou à l'auteur, et que l'auteur ne veut pas retirer, je suis pas sûre que ça vaille le coup que le livre paraisse. Voilà. Tu parlais aussi du public. C'est vrai que quand on est auteur, on n'a pas forcément très bien cette vision du public pour lequel on écrit, et on va peut-être mélanger un petit peu entre nous les différents genres ou livres qu'on a eu sous la main, alors que tes commentaires vont aussi peut-être viser à ce que le livre trouve son public finalement et que l'auteur trouve des lecteurs. Exactement. En fait, moi, ma plus grosse problématique à l'heure actuelle, c'est l'essor de tout ce qui est romance dans les histoires. C'est-à-dire que la romance au sens classique du terme, c'est une histoire d'amour. Okay, la romance au sens à laquelle on l'entend à l'heure actuelle, c'est avec des scènes spicy, et les lectrices, parce que la plupart ce sont des femmes, c'est ce qu'elles attendent. Et moi j'ai un problème de classement par rapport à ça, c'est que je refuse que des trop jeunes lecteurs, lectrices, ados se retrouvent à avoir entre les mains des romans avec des scènes trop explicites. À un moment donné, ce n'est pas adapté. Donc, je sépare, il y a une collection Plume Noire, c'est les titres dans lesquels on trouve ce genre de scène ou de violence, donc dans laquelle il n'y a pas de souci, on peut aller piocher quand on sait ce qu'on cherche, mais dans un livre où la thématique va être ado de bout en bout, et il y a une seule scène entre les deux personnages en plein milieu et qui n'apporte pas forcément grand-chose à l'histoire, sinon un élément spicy, et ça fait partie des choses que parfois je peux faire couper. En disant voilà, on peut comprendre ce qui se passe, on n'est pas obligé d'en avoir 5 pages. Et au contraire, quand quand on crée le terme de romantaisie, d'univers fait pour ça, ça peut m'arriver de dire les lecteurs vont s'attendre à trouver davantage de tel ou tel élément. Donc il va falloir développer davantage cet aspect-là. Si on veut le rentrer dans cette case-là, il faut développer davantage ces aspects. Voilà. Au même titre que quand on fait du thriller, il faut pas négliger le côté enquête, suspense, tension, au profit des descriptions ou de quelque chose de complètement à côté. Sinon, on va perdre le lecteur qui ne va pas se retrouver dans sa lecture. Malgré tout, il y a entre guillemets quelques codes à respecter. Ça m'évoque le côté aussi catalogue un peu de la maison d'édition. En fait,
On parlait des refus que les auteurs reçoivent. J'ai l'impression en tout cas que beaucoup reçoivent en général. Bon, maintenant les éditeurs n'ont pas forcément le temps de détailler les refus, mais aussi parfois c'est un refus assez rapide parce que c'est un refus du style ça collait pas à notre catalogue ou à ce qu'on cherchait en ce moment. Et effectivement, il y a aussi, entre guillemets, il faut que Plume Blanche vende des livres et que du coup, pour cela, colle dans un peu les tendances du moment, j'imagine, en tout cas d'une certaine manière. Est-ce que du coup, il y a par exemple des refus ou des livres que tu as refusés ou c'était vraiment plutôt une histoire de catalogue ou c'est plutôt... parce qu'il y a aussi l'aspect collection, il fallait que ça colle à ce que tu aimes et à ce que fait la maison. Tout à fait. Il y a eu typiquement, en début de semaine, j'ai refusé 2 manuscrits qui m'ont été envoyés. Un parce que c'était des albums jeunesse, l'autre c'était une nouvelle. Je ne publie ni l'un ni l'autre. Voilà. Je ne sais pas la qualité littéraire du texte, juste je n'en publie pas. Après, ça m'est arrivé de passer à côté de pépites. Et alors, bon, c'est mon exemple le plus flagrant, voilà, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai refusé La Passeuse de mots. Je suis très fière de cet échec éditorial. Et il s'avère que je les avais, les pauvres, mais complètement occultés entre le moment où j'ai refusé le texte et le moment où j'en discute avec eux. Et puis, c'est Alric qui me dit, mais on te l'avait envoyé? Non, 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 vous aviez pas fait ça. Si, si. Et tu l'as refusé? Non, non. Et je regarde dans mes mails et j'avais le mail de refus encore dans ma boîte. Je dis, ah ouais, ouais. Ah mince. C'est ça. Voilà. Donc, ça revient aussi à dire, ce n'est pas parce qu'un éditeur vous le refuse que votre livre ne trouvera pas son public. Hein, voilà, nouvel exemple. Et puis, parfois, il y a des timings qui ne marchent pas et qui marchent à d'autres moments avec d'autres éditeurs. Ça fait partie du jeu. À propos de timing, justement, quand on envoie son manuscrit à Plume Blanche en 2025, comme vous pouvez le faire actuellement par exemple, c'est pas pour une publication très rapidement, puisque c'est une petite structure, il y a du travail éditorial. Comment ça se passe à partir du moment où le manuscrit est sélectionné et jusqu'à la publication ? Je travaille avec à peu près 1 an d'avance. C'est-à-dire que là, on est en 2025, je suis en train de travailler sur 2026. Toutes les sorties de 2025, elles sont bouclées, terminées, imprimées, en attente d'être expédiées chez les lecteurs quand les dates de sortie vont approcher. Là, je travaille sur 2026. Le but, c'est qu'en août-septembre de cette année, tous les bons à tirer de 2026 soient terminés et que je puisse lancer l'impression. Voilà. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si je vous propose une place en tant qu'auteur, c'est pas avant 2027. Mon planning 2026, il est complet. Point barre. Et comme je n'ai que 12 places, qui a en priorité les suites de séries, QFD, et ben voilà, ça prend tout de suite, ça réduit le nombre de places qu'il me reste pour des auteurs. Et il y a des auteurs que je n'ai pas pu signer pour ça, à qui j'avais fait une proposition de contrat, qui m'ont dit « Ouais, mais moi, j'ai une autre proposition ailleurs, on me sort mon livre dans 3 mois. Allez ailleurs !» Et alors, c'est un aspect sur lequel je ne peux pas ni m'aligner, ni négocier, ni n'en ai l'envie. Parce que c'est-à-dire que j'estime, après c'est un rapport qui m'est propre, que sortir un nouveau roman, je parle pas d'une session, d'une réédition, d'un poche ou quoi que ce soit, où un travail a déjà été fait au préalable, mais un nouveau roman, le sortir en 3 mois, je sais pas faire. Je sais pas faire parce que j'ai besoin de temps, parce que l'auteur a besoin de temps, parce que les correcteurs ont besoin de temps, parce qu'il faut trouver un illustrateur qui est disponible dans les délais, et accessoirement, il faut que l'imprimeur il puisse pouvoir l'imprimer. Voilà. Donc non, ça va. Je sais pas faire, donc il faut être patient. Il faut être patient pour avoir un retour du comité de lecture et ensuite il faut être patient pour avoir son livre entre les mains. J'ai des auteurs qui ont attendu plus de 2 ans entre le moment où on a signé le contrat et le moment où leur titre est sorti. Et en même temps, j'ai envie de dire, moi aussi quand tu me parles d'un roman qui sort en 3 mois, je me dis 3 mois, mais c'est rien. Alors que quand on est auteur, déjà même avant l'envoi à l'éditeur, on a aussi besoin de temps. Parce qu'on va faire l'écriture, on va laisser reposer, il y aura la réécriture. Et notre idée, enfin en tout cas chez la plupart des auteurs que je connais, l'idée a besoin quand même de temps pour mûrir, pour évoluer, pour qu'on donne le meilleur sur notre manuscrit. Et je serais pas du tout du coup surprise qu'effectivement côté édition, ça soit à nouveau la même chose. Plus on se laisse du temps, plus on arrivera à un roman abouti, un roman qui fonctionne bien, etc. Tout à fait, et en même temps, l'édition est un monde lent. C'est-à-dire que
il faut du temps pour avoir une réponse à un manuscrit, il faut du temps pour que son livre soit publié, et ce n'est pas fini, parce qu'après, moi derrière, le but c'est de pousser le livre le plus loin, le plus haut possible. Donc je soumets les livres à d'autres éditeurs, pour du poche, pour de l'audio, pour de l'étranger, et c'est de nouveau du temps, et c'est extrêmement long. Et il y a des éditeurs poche à qui j'ai proposé des textes depuis plusieurs années sur lesquels je n'ai toujours pas de retour. Ça prend des mois, des années, c'est extrêmement long, c'est compliqué. Entre-temps, il y a des choses qui s'intercalent, il y a certains projets sur lesquels ils vont faire un retour rapide, d'autres qui traînent depuis plus longtemps. Et enfin, c'est pas évident, et chacun doit composer avec ses contraintes. Et les contraintes de groupe, c'est pas les contraintes d'éditeurs indépendants, c'est pas les contraintes de l'international. Et à l'international, c'est encore pire parce qu'ils ont tous les pays qui leur proposent. Et en plus, il faut faire avec les contraintes du pays en termes de culture. On ne publie pas n'importe quel livre dans n'importe quel pays. Et en France, on a la chance d'avoir la liberté totale et absolue par rapport à ça. À ce propos, du coup, tu nous as parlé effectivement de la vie des livres. Une fois qu'ils ont été publiés, c'est un sujet qu'on voit assez peu, mais effectivement, c'est pas parce qu'il est sorti une fois chez Plume Blanche qu'il va pas sortir en édition poche, en audio, faire une réédition sous la forme d'une intégrale avec les différents tomes de la saga, etc. Et tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Est-ce que, du coup, tu as un exemple là entre le moment où le livre est sorti chez Plume Blanche et puis les différentes éditions qu'il y a pu y avoir ? Tout à fait. Là, je vais prendre l'exemple des Oubliés, qui est quand même le roman avec lequel la maison d'édition s'est lancée. Les Oubliés, tome 1 de Léna Jomaé, pour l'ouverture de Plume Blanche en septembre 2015. France Loisirs le récupère 2 ans après, en septembre 2017, pour en faire une intégrale. Il reste 3 mois au catalogue France Loisirs, se vend à plus de 8000 exemplaires. Puis disparaît du catalogue parce que chez France Loisirs, c'est des apparitions extrêmement éphémères. Il est publié courant 2020 en audio chez Saga. Il ressort en intégrale chez moi en 2020 également. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours en soumission pour du poche. Et et les fois où il aurait pu passer en poche, il y a eu des changements d'éditeur, des problématiques de timing, enfin bref, la pauvre, ça ne s'est pas fait, alors que c'est une série quand même à succès, avec un total de vente à un peu plus de 12 000 exemplaires. Mais voilà, le livre continue à vivre et à avoir des formats qui peuvent apparaître un peu plus tard dans le temps. Et c'est formidable parce que du coup, chaque réédition va remettre un coup de projecteur sur le roman aussi. Exactement, et c'est le but de trouver systématiquement des nouveaux lecteurs. Et en sachant que quand il est sorti chez Plume Blanche, c'était une réédition. Le tome 1 avait connu une vie avant chez un autre éditeur. Tu nous as parlé de ce premier livre de la maison d'édition. Est-ce que tu peux nous parler du dernier du coup ? Eh bien, le tout dernier à être paru, c'est encore un Léna Jomaé. À croire que concrètement, il n'y a qu'elle, mais ce n'est pas vrai. C'est la suite et fin de sa série Blood Witch, donc c'est Résurrection. La série Blood Witch se compose de 2 cycles, Blood Witch intégrale, qui regroupe les 2 premiers tomes du premier cycle de la série, et ensuite Blood Witch Résurrection, qui est en 2 tomes. Et ça conclut l'histoire totale d'Erika. Et Erika, c'est une jeune femme, une étudiante, qui est à la fac, qui travaille dans un bar pour payer ses études le soir. Et un jour, il y a un mec qui s'appelle Stan qui débarque dans le bar, qui lui dit qu'il est un vampire, elle une sorcière à en devenir, parce que lors de son 22e anniversaire, ses pouvoirs vont s'éveiller, et qu'il a été envoyé par les dernières sorcières de son clan pour la ramener auprès d'elle. Elle lui rit au nez en lui disant d'arrêter la drogue et l'alcool, que vraiment, vraiment, c'est pas bien, et le laisse partir, le chasse. Seulement quelques temps après, la voilà qui se fait attaquer par des vampires, et la voilà obligée de faire face à sa condition de nouvelle sorcière et de vampire nouveau-né, et elle se dit « Oh putain les gars, on est bien dans la merde ». C'est un livre avec beaucoup d'humour, c'est un livre, ce que je disais tout à l'heure, en collection noire, donc pour public averti malgré tout, et Résurrection tome 2 est le 100e livre du catalogue pour ce mois de février 2025, donc c'est extrêmement chouette. Ah, félicitations. Ouais, merci.
Ça donne envie en tout cas de le découvrir. On mettra de toute façon un lien vers donc ce livre-là en particulier parce que c'est quand même intéressant de savoir un petit peu le style de livre. Après, il y a beaucoup de, comme on le disait, de thématiques différentes chez Plume Blanche. On a aussi reçu sur le podcast 2 fois en plus l'autrice Tiffs, qui publie également chez Plume Blanche et qui a raconté d'ailleurs du coup sa dernière sortie chez Plume Blanche aussi dans un épisode que je mettrai en lien sur le chant des voiles, qui avait une campagne de financement participatif. Évidemment, on mettra du coup le lien vers tout le catalogue parce que tu le disais, il y a de l'imaginaire sous plein de formes différentes. Moi, c'est un petit peu ce que j'aime bien dans la maison, c'est que on peut être surpris aussi par certains romans, certains genres, certains thèmes abordés. Exactement, dans un genre différent. En ce moment, il y a en cours les précommandes dédicacées du dernier Alexiane de Lys, qui s'appelle Entre nous la rivière, qui est un roman, un one-shot de romantaisie young adulte, pour le coup, où on va se retrouver avec beaucoup de douceur dans cet univers, malgré un postulat de départ qui peut nous crisper un petit peu parce que on suit Naya, et Naya, la tribu dans laquelle elle vit en autarcie dans la forêt. Ils aiment pas les étrangers, n'en accueillent jamais, et ils ont un fonctionnement patriarcal très 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 marqué, à tel point qu'on apprend aux jeunes hommes à battre correctement leurs femmes ou leurs filles. Voilà. Et Naya va sauver un petit garçon de la noyade, étranger à la tribu. Et ce petit garçon, plusieurs années après, vient payer sa dette en la sauvant, elle, de la société dans laquelle elle vit, et lui offrant la possibilité, si elle le souhaite, d'une autre vie. Et c'est le regard de Naya sur le monde ailleurs que dans l'enfer qu'elle a toujours connu. C'est un très très beau message, avec une héroïne atteinte de TSA, donc de troubles autistiques, comme on n'en voit pas forcément souvent. Ce n'est pas explicitement dit dans le livre parce que c'est des mots qui n'existent pas dans cet univers-là, mais la façon de fonctionner de cette héroïne est ainsi fait, et c'est un beau message que le roman véhicule. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à aller le découvrir, et il est assez court, donc il se lit très vite, et il est en offre dédicace sur ce mois de février. Ça donne envie, en tout cas, quand tu en parles. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser qu'effectivement, c'est sympa de faire des salons avec un éditeur, parce que l'éditeur, c'est beaucoup mieux parler de notre roman que nous, dans le général. Je sais pas si tu confirmes. Je confirme qu'il y a des auteurs qui aiment bien quand je suis là pour pitcher leurs livres. Après, mon petit côté sadique aime aussi beaucoup regarder les auteurs pitcher leurs propres romans, et généralement me mettant derrière et en acquiesçant comme ça. Voilà, ils sont ravis, les auteurs, de ce petit moment. On a beaucoup parlé, tu nous as donné plein d'infos sur les coulisses, un petit peu la maison d'édition, et vraiment un grand merci pour ça. Est-ce que tu aurais un petit dernier conseil pour un jeune auteur qui n'est pas encore publié, qui hésite un petit peu à se lancer, à envoyer son manuscrit? De ne pas se décourager, de faire le tour de toutes les maisons d'édition qui lui correspondent, de lire au moins un livre ou deux des maisons d'édition qu'il vise pour vérifier si ça correspond à ce que lui il fait, et ensuite aller bien observer les conditions de soumission des manuscrits pour ne pas envoyer quelque chose qui serait à côté de la plaque et qui ferait que son texte ne serait pas étudié. C'est dommage. On prend son temps, on n'est pas pressé, et si on a une réponse positive, on se précipite pas à signer le premier contrat qu'on reçoit. On le décortique, on pose des questions, on a le droit de pas savoir, c'est normal, il n'y a pas de questions bêtes, parce qu'une fois qu'on est engagé, c'est sur plusieurs années, et il vaut mieux que ça se fasse dans une collaboration où les deux parties sont sains et d'accord les uns avec l'autre. Merci pour le petit rappel effectivement sur les contrats d'édition à bien lire, etc. Parce que c'est difficile de s'en défaire selon les conditions parfois. Tout à fait. Et un grand merci à toi, Marion, pour tous ces précieux éléments sur les coulisses de l'édition chez Plume Blanche. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!